Mallory, bonjour. Bonjour. Je pense que tu préfères qu'on t'appelle Malo. C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec le vaccin Covid, s'il te plaît? Alors, en fait, pour faire court, pendant la période Covid, j'ai arrêté mon emploi de serveuse buraliste et j'ai décidé de tenter ma chance dans les EHPAD, parce que j'aime beaucoup le contact avec les gens. On m'a remercié, mais le lendemain, on m'a appelé. Donc, j'ai commencé en janvier 2021 à travailler en EHPAD. J'ai adoré. J'étais à SH, donc on s'occupe des repas et tout ça. Donc, j'ai vraiment adoré le côté humain. Et puis, c'était un peu paradoxal dans le sens où la tristesse. Il y avait beaucoup de tristesse parce que on était vraiment en pleine période Covid. Beaucoup d'aides-soignants, d'infirmières et tout ça étaient plutôt touchés par le Covid. Donc, il y avait déjà qu'il n'y a pas assez de personnel. Donc là, il y avait encore moins de personnel. Et en fait, les personnes étaient parquées dans leur chambre. Donc, ils descendaient quasiment plus au restaurant, il n'y avait quasiment pas de visite, c'était un côté triste. Donc, voilà, moi, je suis une grosse pipelette et tout ça, donc j'aimais bien... je pense que je passais bien au niveau des personnes âgées, donc ça se passait très bien. Donc, après, est arrivé, ils ont commencé à parler des vaccinations, ils ont commencé à parler de tout ça. Donc, vous inquiétez pas, ce ne sera pas obligatoire. Et malheureusement, le 5 août 2021, tombe la loi pour les soignants. Donc, moi, j'ai essayé de tout faire pour avoir le Covid. J'ai essayé de tout faire pour avoir une contre-indication à cette vaccination. Mais voilà, il fallait vraiment, je pense, un dossier très complet pour la contre-indication. Donc, c'est pas passé. J'ai même discuté avec les personnes âgées en enlevant leur masque. Quand il y avait marqué étiqueté Covid, je rentrais dedans. Vraiment, donnez-moi le Covid. Rien à faire. Le 1er septembre, je fais une sérologie, donc qui s'avère négative. Donc, je n'ai jamais eu le Covid, la sérologie le prouve. Et donc, le 3 septembre, je me décide d'aller à reculons à faire cette injection parce que ma direction m'avait fait comprendre que si je la faisais pas, je perdais mon poste. Donc, j'étais contractuelle. Voilà, j'ai quand même 3 enfants à nourrir à l'époque. Donc, je décide à contre-cœur d'aller faire cette injection le 3 septembre. Et tout commencera le 4 septembre. Voilà, je récupère en fait des règles que j'avais, mon précédent cycle s'était terminé 10 jours avant. Donc, même enceinte, ça m'était jamais arrivé après les accouchements. Mais là, en plus, en mode hémorragie. Vraiment, j'ai jamais perdu autant de sang. Ça dure 10 jours, sur une moyenne de 4 à 5 jours en temps habituel. J'en parle un petit peu autour de moi, donc à mes collègues et tout ça. Et je me souviendrai toujours, j'ai une de mes collègues de l'époque qui me dit... mais tu sais, Mallory, tu voulais pas de ce vaccin, donc t'es trop parano, c'est toi qui t'es provoqué ces symptômes-là. Donc en sachant que le lendemain, je vais travailler, ça va pas du tout. Je vais quand même travailler parce que, pareil, il manque du personnel, c'est un dimanche. Là, c'est une catastrophe parce que j'ai l'impression d'être sur un bateau qui tangue en pleine mer. Et je pensais qu'il y avait que moi qui le voyais, donc je luttais. Et puis j'ai 2 collègues qui viennent me voir, ils me disent « mais il faut que tu rentres chez toi, là. Parce que là, t'es livide et on a l'impression que t'es bourré. » Tu marches comme si t'étais bourré. Donc en fait, moi qui pensais que c'était que moi, ça se voyait, je tanguais en fait en marchant, donc je finis par rentrer chez moi. Je vais voir le médecin qui m'a mis en arrêt. Donc c'était une petite réaction au vaccin, comme pour celui de la grippe ou autre. Mais voilà, pour eux, c'est pas très grave, faut pas s'inquiéter. Donc je parle aussi de mes règles. Donc pareil, c'est plutôt banal avec un vaccin. Enfin, j'avais 34 ans à l'époque. J'ai jamais fait ce style de réaction suite à une vaccination. Donc je me dis, bon, c'est peut-être toi, t'es fatiguée, c'est pas grave. Donc après, je crois, 4 ou 5 jours, je retourne au travail. Mais je sens que je suis fatiguée, j'ai l'impression d'avoir des tendinites partout. Vraiment, des courbatures, des tendinites, des douleurs musculaires et tout ça. Donc au début, on va dire que c'est cool. Et puis comme tout le monde me dit, tu t'es fait vacciner il y a pas longtemps. Donc voilà, c'est pas très très grave. Je continue à travailler et puis arrive le 21 septembre où je dois faire ma 2e dose. Donc moi, je crois que c'est le 24 septembre parce qu'il y a 15 jours pile poil entre les 2 vaccinations. Et là, en fait, j'ai cru que j'allais mourir, littéralement, parce que je fais l'injection, le temps d'aller m'asseoir. Donc il y a dû avoir 1 minute entre le temps de l'injection et m'asseoir. Et je sens en fait l'injection qui vient directement au cœur et là, comme un gros boum. Et je me dis, là, il y a un souci, mais je suis quelqu'un qui vraiment déteste déranger. Donc, je me tais, je dis rien. Et là, il y a une des pharmaciennes qui me dit « Est-ce que ça va, Madame Couette ?» Poup, j'allais dire mon nom. Donc, est-ce que ça va et tout ça et je lui dis « Je me sens toute bizarre. » Et apparemment, j'étais plutôt grise. Donc, elle me dit « Est-ce que vous voulez qu'on appelle le SAMU ?» Et moi, je dis non.
Donc je regrette puisque ça aurait étayé du coup plus tard, mais bon, je ne pouvais pas deviner tout ce qui allait se passer. Et donc j'attends les 20 minutes qu'on nous demandait d'attendre et tout ça, et puis après je rentre chez moi, donc sachant que de la pharmacie à chez moi, j'ai pour 5 minutes en voiture. Je m'arrête 3 fois pour vomir. Et là, le médecin me remet en arrêt, donc pareil, une nouvelle et tout ça. Et là, les sensations de tendinite, de douleur musculaire sont plus importantes. C'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir passé mes nuits avec un bulldozer, d'avoir quelque chose, un énorme poids, vous savez, comme les chevaliers et tout ça, je ne sais plus comment on appelle ça, un énorme poids sur moi et je me traîne. Donc je continue à me taire puisque je commence à comprendre que ça gonfle les gens, puisqu'évidemment ce vaccin est sûr et efficace et qu'il n'y a aucun problème avec lui. Mois de novembre, je perds mon emploi. On me fait comprendre que on n'a plus besoin de moi. Donc je perds mon emploi et là je me suis dit, t'as fait tout ça pour rien. T'en voulais pas. Et 1 mois et demi après, en fait, t'as plus ton emploi. Puis j'avais pas forcément mal au cœur pour moi, finalement, c'était vraiment pour les résidents. Parce que c'était retrouver quelqu'un, on sait tous malheureusement comment ça se passe dans ce genre de structure. Ce ne sont pas forcément des personnes bienveillantes, donc voilà, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Je commence à chercher, moi j'ai toujours voulu être secrétaire médicale. Donc je cherche, là je vois plein de formations de secrétaire médicale. En attendant la formation qui était, donc on était au mois de décembre, ça doit être au mois de juin, juillet que ça commençait, il fallait que je trouve un emploi. Donc je retrouve un boulot en EHPAD, donc dans la ville, à l'autre côté de chez moi. Et là, je me réveille un matin comme si mon conjoint m'avait donné un coup au niveau de la mâchoire en fait à gauche. Donc rien de spécial, je me dis c'est peut-être un petit bleu, bon ça arrive, hein, le conjoint qui a trop bougé, je crois qu'on l'a tous connu. Donc je continue à aller travailler et tout ça, mais je commence à avoir du mal à parler parce que j'ai vraiment une grosse douleur. Et puis moi je vois, c'est un peu gonflé, ça commence à se bloquer un petit peu, et après quelques jours en fait mon petit doigt ne passait plus dans l'ouverture. J'arrivais plus à ouvrir la bouche grand, donc je finis aux urgences dentaires donc, du CHU de ma ville, qui font une panoramique, mon dentiste regarde, pas de carie, ils me font une prise de sang, une CRP légèrement haute, donc c'est une petite inflammation en fait, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Et là, on me dit, je crois que vous êtes stressée, madame. Je dis d'accord, je me sens pas plus stressée que ça et tout ça, parce que moi vraiment le stress, il ressort par du psoriasis, parce que oui, j'ai oublié de préciser, je fais du psoriasis, mais j'ai fait que 2 poussées en 7 ans. Après la vaccination, j'ai eu un corps rempli de psoriasis, j'avais jamais vu ça. Donc, ils me sortent le stress, je dis ok, je retourne à la maison, je recommence à travailler, et là, en fait, c'est encore pire. Mais vraiment avec une douleur qui lance jusqu'au haut de la tête et qui repart après dans l'épaule. Je dis c'est pas possible, donc je vais une 2e fois aux urgences du CHU. Et donc, pareil, c'est le stress, ils trouvent rien, impossible de comprendre. Donc, on m'envoie vers un kiné ostéopathe, mais spécialisé dans la mâchoire. J'ai souffert le martyre. Ça a été 2 ou 3 séances où même le kiné m'a dit j'ai rarement vu autant de résistance dans une mâchoire. Il a été vraiment avec les doigts à l'intérieur pour débloquer et tout ça, c'était vraiment catastrophique, mais il a réussi. Donc je garde toujours des douleurs. À l'heure d'aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans et j'ai toujours les douleurs à gauche. Donc c'est un peu une douleur de carie, pour que les gens voient un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, mais c'est ma pathologie qui fait ça. Et en fait, quand il a réussi à débloquer la mâchoire, la même sensation avec le pied. Donc pareil, que je m'étais cognée à une table ou dans la nuit ou des choses comme ça. Sauf qu'au bout de 3 jours, je ne pouvais plus poser le talon au sol. Donc je vais voir le médecin, on me diagnostique une aponévrosite, donc en arrêt à nouveau. Et le problème, c'est que je veux bien, mais là, mon pied commence à gonfler. Il a tellement gonflé qu'on ne voyait plus la malléole intérieure et la malléole extérieure. Donc j'avais un pied vraiment, il était rouge, donc j'ai tenu comme ça, je crois, pendant 10 jours. Parce que pareil, les urgences sont remplies. J'ai pas que ça à faire, en fait, d'embêter quelqu'un avec un pied qui va peut-être dégonfler finalement. Sauf qu'il n'a pas dégonflé, c'était de pire en pire. Il a tellement gonflé que la peau, on avait l'impression qu'elle allait craquer. C'était impressionnant. Ah ouais, non, vraiment, c'était très impressionnant. Et mon conjoint, en fait, en a eu marre. Parce que je pleurais juste à me dire qu'il faut que j'aille faire pipi. Parce qu'il fallait que je me lève. Donc, vraiment très compliqué. Et il me dit, en fait, là, je te laisse pas de choix, je te dépose aux urgences tout à l'heure, et puis tu vas voir ce qui se passe. Donc, j'attends 6 heures. Et là, en fait, dans mon malheur, ce qui m'a aidée, c'est qu'il me restait une petite plaque de psoriasis au niveau du pied. Parce qu'on m'a dit c'est peut-être de l'algodystrophie, de la polyarthrite, la goutte aussi, on a vraiment plusieurs trucs. Et ce petit point de psoriasis, en fait, a fait qu'on a trouvé le diagnostic.
Donc depuis, je suis atteinte d'un rhumatisme psoriasique. Donc c'est une maladie rhumatismale auto-immune qui petit à petit en fait détruit tout ce qui est articulation, mais mes organes sont touchés aussi. J'ai les 3 formes en fait de la pathologie. Donc voilà ma petite expérience Covid. Une grosse expérience. Tu as une baffe, hein. C'est terrible. Tu as parlé au début de certaines personnes de ton entourage, je crois, qui te disaient quelque chose du genre, tu simules, t'as pas dit ça, mais... Oui, que j'étais parano, en fait, que c'était ma tête qui provoquait. Je l'ai eu de la part de ma sage-femme, je l'ai eu de la part de plusieurs personnes, et même des fois dans ma propre famille. Donc après, je leur en veux pas, hein. Je peux comprendre, on a tous des façons de penser différentes. Mais oui, pour beaucoup, en fait, j'étais tellement stressée parce que j'en voulais pas, que le cerveau, on sait qu'il est doué. Il est doué pour faire des tas de choses, et que du coup, c'est lui qui avait provoqué tout ça. Donc pendant presque 5 mois, on m'a fait comprendre que c'était dans ma tête, et j'ai fini par me persuader que c'était dans ma tête. C'est quand vous avez le médecin, quand vous avez la sage-femme, quand vous avez les collègues, au bout d'un moment, en fait, y a que vous qui pensez ça. Et là, c'est vrai qu'à l'époque, c'était tout nouveau, c'était septembre 2021. Donc on n'avait pas ces personnes qui se parlaient entre elles, qui mettaient sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que pour moi, ma famille, toute ma famille, hein, en fait, a été injectée. Il n'y a personne qui a eu quoi que ce soit. Donc c'était encore plus difficile à comprendre que c'était pas dans ma tête finalement. Puis là, le laps de temps, les règles qui arrivent dès le lendemain, les symptômes de la pathologie qui est diagnostiquée 5 mois après. Donc, ce qu'on me dit, oui, mais tu avais du psoriasis, c'est un rhumatisme psoriasique, donc c'est lié, mais il faut savoir que seulement 30% des personnes qui ont le psoriasis développent cette pathologie. Donc en fait, moi, j'ai pas eu de chance, j'ai un gène, le gène HLA-B27, qui a réagi avec les injections. Donc j'aurais pu déclencher cette maladie, comme j'aurais pu ne jamais le faire. Mais là, ça a été directement après. Donc au début, c'est vraiment sur ça qu'il se basait. Ça peut pas être le vaccin, de toute façon, vous avez le gène. Donc, parce que par chance pour moi, en fait, c'est une maladie qui est beaucoup confondue donc, avec les maladies des spondylarthrites, parce que c'est une grande famille, la polyarthrite et tout ça font partie des spondylarthrites. Et il est vicieux, parce que vous pouvez avoir des signes physiques, mais vos bilans sanguins reviennent nickel. C'est ce qui est actuellement, en fait, pour moi. J'ai les inflammations, j'ai des petites taches rouges un peu partout, mais mes bilans sanguins reviennent normaux, donc ils appellent ça maintenant des douleurs séquelaires. Donc, et j'ai eu tout. J'ai eu le liquide synovial qui a été prélevé, donc c'était bien ça. J'ai le gène HLA-B27. J'ai les atteintes, parce que du coup, je suis atteinte par l'arthrose sur certaines articulations. C'est vrai qu'on a appris qu'en fait, le vaccin réveillait des pathologies qui étaient latentes ou qui étaient destinées à arriver plus tard, mais qui faisaient en sorte qu'elles arrivaient plus tôt. Donc, c'est ça. Après, je suis pas d'accord avec le terme réveiller. Pour moi, réveiller, c'est une maladie qu'on avait déjà, qui a déjà eu des symptômes et qui du coup était endormie pendant pas mal de temps et qui se réveille. Moi, dans mon cas, j'avais aucun symptôme, j'avais strictement rien. Pour moi, elle a été déclenchée. C'est vraiment l'élément déclencheur. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec le terme réveiller. Mais c'est une façon médicale de se couvrir. Les mots ont son importance dans ce domaine-là. C'est peut-être moi qui utilise. Non, vous inquiétez. Non, vraiment, il y a des médecins mon propre médecin me l'a dit. On sait maintenant que ça réveille. Et je lui ai dit que j'étais pas d'accord et que c'était déclenché, mais bon, je sais pas chercher plus loin non plus, je voulais pas le froisser. Mais voilà, pour moi, un réveil, c'est quelque chose qui était déjà là. Moi, mon gène, certes, il était là, mais les symptômes de la maladie n'étaient pas là. Donc, ça a été déclenché. C'est vraiment, je suis pointilleuse sur les mots. Mais tu as parlé de ton médecin, que tu voulais pas entrer en conflit avec lui. Comment les médecins ont réagi à tes symptômes, à tes pathologies? Comment ils ont... parce qu'on a rencontré beaucoup de monde à qui les médecins disaient c'est dans votre tête, vous avez rien, etc. Est-ce qu'ils t'ont fait confiance? Est-ce qu'ils t'ont cru? Est-ce qu'ils t'ont suivi? Ou est-ce qu'ils ont essayé vraiment de te rejeter à quelqu'un d'autre? Alors non, j'ai pas été rejetée à quelqu'un d'autre parce qu'en fait, moi, le rhumato qui me suit, du coup, est au CHU et je suis rentrée dans l'étude de la maladie. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai quand même un très bon suivi, mais j'ai compris tout de suite, moi, le jour où j'ai vu le rhumato, je lui ai dit que ça avait commencé après cette vaccination. Et j'ai compris tout de suite. J'ai compris tout de suite de par sa réaction. Pas forcément verbale, hein, rien qu'un regard, on comprend tout de suite que soit tu es suivi, soit et tu te tais, soit tu ouvres ta bouche et au niveau du suivi, c'est pas sûr que tu puisses avoir un suivi convenable derrière.
Je sais que avant que le diagnostic tombe, voilà, on me faisait comprendre, oui, il y avait rien. Il n'y a rien. Tant que mon pied n'avait pas gonflé, tant que ma mâchoire n'était pas bloquée, il n'y avait rien. C'était juste ma sensation à moi. Pourtant, je leur ai dit, j'avais vraiment l'impression d'avoir des tendinites sur toutes les parties du corps. Donc, et ça s'est avéré en plus, du coup, plutôt vrai, parce que je suis maintenant sous biothérapie. Donc, faut savoir qu'on commence par un traitement, ça s'appelle le méthotrexate, qui est de la microchimio. Donc, j'ai fait des réactions atypiques, parce que je suis une patiente en plus atypique. On essaye 2 traitements et maintenant c'est une biothérapie. Donc c'est un système qui met en veille mon système immunitaire tous les 15 jours. Donc à vie, j'aurai une piqûre tous les 15 jours à faire. Donc par chance pour moi, ça fait 3 ans qu'elle fonctionne plutôt bien. Mais ça peut ne plus arrêter de fonctionner et j'étais en béquille puisque je ne pouvais presque plus marcher. Ma capacité de marche était de 50 mètres. Je galérais juste à aller chercher mon courrier et rentrer à la maison. C'était devenu, en fait, tellement j'étais douloureuse de partout. Et j'ai commencé la biothérapie et 3 jours après, j'ai laissé une béquille. Donc ça a vraiment aidé. C'est pour ça que pour d'autres patients, ne pas avoir peur forcément. C'est oui, les injections étaient mauvaises et tout ça, mais tout n'est pas mauvais dans le côté médical. En fait, il y a vraiment des choses qui peuvent nous aider. Et moi, en tout cas, sans cette biothérapie, donc j'ai récupéré la canne parce que j'ai des atteintes au niveau du pied. Je suis arthrosée au niveau du dos et tout ça. Mais voilà, je suis passée quand même de quelqu'un qui marchait quasiment plus à une personne qui 3 jours après a pu vraiment laisser tomber les béquilles. En 2 mois, il n'y avait plus de béquilles du tout. Donc 1 an après, j'ai récupéré la canne parce que j'ai une faiblesse au niveau du genou. Mais voilà, c'est voilà ce que ça m'a donné. J'ai perdu beaucoup de choses et en plus, j'ai un traitement à vie et j'avais jamais rien avant. Je suis plus à me traiter avec du thé, des plantes ou des choses comme ça. Je n'allais jamais chez le médecin, sauf pour le suivi de mes enfants. Donc c'est ça en fait où j'ai du mal, c'est qu'on était quand même tous quasiment en bonne santé. Et finalement, maintenant, on est dépendant de cette médecine. Parce que sans ma biothérapie, je ne sais pas ce que ça donnerait. Donc tu dirais que globalement, tu as été bien reçu et bien suivi par les médecins? Sans parler du vaccin, oui. Mais vraiment à partir du moment où j'ai abordé cette possibilité, ça se ferme tout de suite. Après, c'était il y a 3 ans. Maintenant, voilà, comme je vous disais, j'ai été reconnue par la pharmacovigilance. La veille, j'ai vu mon rhumato qui m'a, pour la première fois en 3 ans, m'a dit oui, ça réveille des maladies. Donc là, il y a un petit tournant, et encore un peu trop lent à mon goût, mais voilà, c'est vrai que parce que j'ai fait le choix de me taire, mon suivi, je fais pas partie des patients qui ont été maltraités à ce niveau-là. Je pense que si tu avais dit ouvertement que c'était à cause du Covid, tu aurais eu un traitement différent? Oui, vraiment. Je pense vraiment que le traitement aurait été différent. Après, ouais, si. Vraiment, je pense que le traitement aurait été différent. C'est peut-être à être envoyé chez un confrère ou des choses comme ça. Je pense vraiment que... Parce que à l'heure actuelle, en fait, la plupart des médecins pensent vraiment que c'est bénéfique. Je pense que les médecins généralistes ouvrent peut-être plus les yeux parce qu'ils sont vraiment à la première ligne avec la patientèle. Les spécialistes, on passe par le médecin traitant avant d'aller voir le spécialiste. Donc je pense vraiment que nos généralistes commencent à comprendre qu'il y a un problème. Parce que, et moi je le vois aussi autour de moi, j'ai une amie qui était asthmatique mais sans plus, maintenant c'est une catastrophe, et elle commence à faire de la tension, elle commence à faire des choses. Donc j'entends tout autour de moi, je suis plus fatiguée, ma pathologie, qui est censée être une maladie rare, je n'arrête pas d'en entendre parler. Donc voilà, je vois même dans l'association du coup à victimes, 40 Charcot. Enfin, un peu plus de 40, je crois que si je dis pas de bêtises, on est à 42 sur plus ou moins 900 adhérents. C'est une proportion énorme pour une maladie qui est censée être rare aussi. Et finalement, quand on discute avec les victimes, on a plus ou moins les mêmes symptômes. Des maladies différentes, mais qui ont des symptômes en fait qui sont les mêmes. Je veux dire, quand je pense à Julia qui a une spondylarthrite, les symptômes sont identiques quasiment aux miens, mais il y a une petite différence. Du coup, elle est cataloguée spondylarthrite et je suis cataloguée rhumatisme psoriasique. Mais voilà, c'est ce côté-là. Mais par contre, oui, si il y a 3 ans, on disait que c'était vraiment le vaccin, je pense qu'il y a beaucoup de portes qui se fermaient. Les médecins, apparemment, tant que tu leur parles pas de Covid, ça va. Et l'entourage, parce que tu m'as parlé d'entourage qui apparemment disait que c'était dans ta tête, mais il y avait ton conjoint qui était avec toi, donc j'imagine que c'était positif, qui te soutenait. Comment ça a été au niveau de ton entourage par rapport
à tes réactions avec le Covid? Est-ce qu'ils ont été là pour te soutenir? Est-ce qu'ils t'ont essayé de te débrouiller toute seule? Est-ce qu'ils t'ont démotivé? Enfin, comment ça s'est passé? Alors, au niveau de l'entourage, amicalement parlant, j'ai pas grand monde autour de moi. C'est très très bien d'ailleurs. Il y a moins d'histoires. J'ai pas forcément eu de soucis. Après, c'est pas forcément à eux que j'en parlais tout de suite non plus. Par contre, au niveau de la famille, avant l'injection, déjà, c'était compliqué dans le sens où ils comprenaient pas pourquoi j'en voulais pas. Puis, comme je suis une complotiste, j'étais allée me renseigner, j'avais été fouinée sur plusieurs trucs, donc j'étais tombée d'ailleurs sur des interviews du professeur Montagnier. J'avais vu des posts de Alexandra Orion-Coude. J'avais vu quelques petits trucs donc sur les sites complotistes, évidemment, et qui me laissaient penser qu'il y avait quand même quelque chose d'étrange, parce qu'on part sur le principe que les vaccins, on les autorise après quand même quelques années d'études. Et là, en fait, en 6 mois, pof, par quelle opération, j'en sais rien, mais c'est sûr et efficace. Vous pouvez y aller, foncer. Donc déjà, j'avais ce côté-là, en fait, très compliqué. Donc mon entourage familial n'a pas forcément cédé tout de suite. C'est vraiment quand le gouvernement, comme malheureusement une grande majorité de la population, quand le gouvernement a commencé à durcir, à mettre en place ce pass vaccinal et tout ça. Donc je crois jusqu'au mois de juillet, avec mon conjoint, on allait faire les tests. C'était très désagréable d'ailleurs, on a l'impression que le cerveau allait sortir avec. On allait faire les tests en fait pour pouvoir aller au restaurant, les choses comme ça. Mais voilà, mon conjoint a cédé le premier, parce que c'est vrai qu'il trouvait ça contraignant d'aller faire des tests à chaque fois. Puis on sentait le côté vraiment, il va falloir que vous le fassiez. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Hein. On vous oblige pas, mais vous n'avez pas le choix. Moi, j'en voulais pas. Ma mère, mes sœurs, à part une, parce que j'ai une de mes sœurs qui est très complotiste, même pire que moi, je crois. Donc, mes sœurs ont fait aussi. Et voilà, il y avait vraiment l'entourage qui finissait par céder, du coup, à cette pression. Et je pense qu'ils avaient un peu de mal à comprendre pourquoi j'en avais si peur. Parce que TF1, BFM TV, France 2... Tout le monde disait que non, vous inquiétez pas, il y a du recul, il y a du machin chose. Il y a même un médecin, je crois, qui avait dit qu'il y avait plus de 100 ans de recul si on additionnait je sais plus trop quoi. J'ai juste le 100 ans de recul qui reste bloqué dans ma tête. Moi, j'y croyais pas. Donc, j'ai donné plein de compléments à mon conjoint. Il m'a détestée. Je pense que ça a limité aussi, d'ailleurs, pour moi, les impacts et tout ça, donc vraiment en faisant les recherches. Et après, quand j'en ai parlé, c'est pareil, en fait. J'ai plus compris que je les embêtais plutôt qu'autre chose. C'est plus faute à pas de chance, quoi. C'était pas agressif, c'était pas... on n'avait pas de tension ni quoi que ce soit, mais c'était un sujet qu'on évitait quand même. Même à l'heure d'aujourd'hui, des fois, c'est un peu plus compliqué. C'est pas... Je pense que tant qu'on ne le vit pas, on ne comprend pas à 100% en fait ce que ça peut faire. C'est un peu mieux depuis que j'ai ma pharmacovigilance. Parce que là, il y a des médecins qui ont reconnu qu'il y avait un lien. Donc ça, il y a ce côté-là. Mais non, on ne s'est pas détruit à cause de ça parce qu'on n'en a pas parlé. C'est vraiment ce côté impact familial à ce niveau-là. Et niveau amical après, les 2 amis que j'ai vraiment les plus proches m'ont soutenu. Mon conjoint, ça a été compliqué en fait. La pathologie, l'annonce de la pathologie a été compliquée. Il a pris beaucoup plus mal que moi, et puis c'est un homme, on intériorise. Donc ça a été compliqué, et il y a eu mes enfants. Mes enfants ont cru que j'allais mourir. Donc c'est vrai qu'il y a eu un impact, surtout sur le deuxième, au niveau de l'école. Je veux dire, c'est un enfant qui n'a jamais eu de problème quelconque, pas plus que les enfants. Et puis là, à l'école, ça allait pas. Ça allait pas, la maîtresse a convoqué et tout ça. Et en fait, en creusant un petit peu, ils avaient peur que je meure. Donc après, on leur a fait comprendre normalement, je mourrais vieille. Sauf si l'atteinte, du coup, parce que ma biothérapie atteint le foie, les choses comme ça. Donc sauf si atteinte qu'on n'avait pas anticipée. Mais maintenant, il y a eu un petit retournement. Mon conjoint a vraiment compris que c'était pas... Au début, ça se voit pas. Le pied avait dégonflé et tout ça, ça se voit pas. Et les gens ont du mal à comprendre cette fatigue. Plus l'impression d'être prise pour une feignante, alors que non, moi j'aimerais ne pas être fatiguée comme ça, parce que je suis fatiguée constamment. Donc mon conjoint, quand il a vraiment compris ça, maintenant il y a du soutien, il y a vraiment du soutien, donc je pense que c'était le temps qu'il digère la chose, parce qu'on oublie bien souvent que je suis victime physiquement. Certes, c'est ma santé, mais tout mon entourage est impacté, puisque je pouvais plus travailler,
À l'heure d'aujourd'hui, mes enfants m'aident à ouvrir une bouteille de lait. Donc voilà, il y a des fois, je galère juste à sortir du lit. Parce qu'il faut savoir qu'au début de la pathologie, on appelle ça le déverrouillage. Donc c'est le temps que le corps met à être bien. J'étais à 6 heures. Pendant 6 heures, c'est comme si vous savez, le monsieur, le bonhomme de fer du magicien d'Oz, il a besoin d'huile. Ben, c'est du même principe, avant l'huile en fait. Pendant 6 heures, j'étais comme ce monsieur, avant l'huile. C'était compliqué, donc rien que sortir du lit est une vraie bataille, parce que le corps veut pas, mais du coup la tête elle va pas bien non plus, et elle aide pas non plus à sortir. Donc il y a tout cet impact. Mes enfants ont une maman qui passait son temps dans son lit pendant presque 1 an. Donc il y a vraiment tout cet impact. Donc heureusement que j'avais pas d'amis, vraiment beaucoup d'amis, puisque j'aurais fini par ne plus en avoir. Donc c'est vrai que non, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. C'est quelque chose qu'on a rencontré, qu'on a vu chez beaucoup de gens, c'est que souvent c'était un déclencheur pour la perte d'amis. C'est qui ne devait pas rester. Ouais. C'est qui ne devait pas rester. Après, le hasard fait bien les choses. Les personnes qui sont plus dans ma vie à l'heure actuelle, c'est que j'en avais pas besoin. Donc moi, voilà, j'ai vraiment le soutien de mes proches. Ça reste toujours un sujet qu'on n'aborde pas forcément. On sent quand même. On sent que c'est quand même un petit peu un sujet tabou parce qu'on ne pense pas tous les mêmes choses, qu'on n'est pas tous d'accord sur les mêmes choses. Donc moi, je l'évite. Je fais mon petit bonhomme de chemin de mon côté. Et puis le jour où on arrivera, je sais qu'ils seront derrière moi quand même. Et qu'est-ce qui t'a convaincu, puisque tu disais que tu avais des doutes sur le vaccin, que tu étais complotiste, bienvenue au club. Qu'est-ce qui t'a convaincu de faire le vaccin justement ? Les personnes âgées. Ce qui m'a convaincue vraiment de faire ces injections, c'était que je ne voulais pas abandonner en fait ces personnes âgées. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, elles ont déjà beaucoup souffert. Parce qu'il faut savoir que vraiment, ils étaient parqués dans leur chambre. Tous les repas étaient amenés en chambre. Ils ne pouvaient plus voir leurs voisines ou voisins de chambre. C'était très compliqué. Et puis, ils voyaient... Il y a quand même des pathologies, je veux dire, des personnes qui vieillissent ont certaines pathologies. Voir les personnes avec un masque, comme pour nos enfants, c'était quand même impactant. Il n'y a plus le sourire, il n'y a plus rien. Bon, par chance pour moi, on m'a toujours dit, apparemment, mon sourire se voit dans mes yeux. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, je trouvais que c'était vraiment très triste. Et je ne me voyais pas. Je me voyais pas, en fait, leur dire, non, en fait. Je veux vraiment pas faire ces injections. Donc, je vous abandonne, finalement. Et puis, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Donc, c'est compliqué. C'est ce que j'ai toujours dit, en fait. J'étais pas face à des meubles Ikea. J'étais vraiment face à des personnes qui ont un vécu, puis qui, en plus, on doit apprendre d'eux. Quand ils seront plus là, on saura plus ce qu'ils ont vécu. Donc, il y avait vraiment ce côté-là où je ne voulais pas. Je ne voulais pas les laisser tomber. Et c'est pour ça que je me suis décidée à faire cette injection, même si, sincèrement, au fond de moi, je savais qu'il y aurait quelque chose. Donc, alors, peut-être que ma tête a provoqué quelque chose, hein, mais voilà, je trouve qu'elle est quand même très très forte pour provoquer ce genre de choses. Et avec un timing quand même assez impressionnant. Hein, parce que c'est vraiment le timing qui m'a fait me dire, ouais, il y a vraiment eu quelque chose avec cette injection, c'est pas possible en fait. Si c'était arrivé 6 mois, 1 an après, comme la plupart des personnes à qui c'est arrivé avec ce laps de temps, là, il y a peut-être plus de doutes. Mais là, c'est arrivé le lendemain. Tout a commencé le lendemain. Donc, c'était pas possible qu'il y ait un doute sur la véracité du lien de causalité, quoi. Qu'est-ce qui a changé le plus entre ta vie avant le vaccin et après le vaccin ? Alors, ce qui a changé le plus entre ma vie d'avant et ma vie de maintenant, en fait, non, je ne fais rien. Je ne fais plus rien. Là, vous voyez, actuellement, mon conjoint est au musée avec un de mes enfants. C'est des choses que je faisais avec eux et je ne le fais plus. Je ne sors plus, très très rarement. Je peux plus faire de sport. Donc j'ai perdu mon travail en EHPAD, mais bon, j'adore le travail maintenant que je fais actuellement, donc ça me va très bien. Mais non, je passe littéralement ma vie à travailler et à dormir, à rester sur un canapé, à avoir un conjoint extra, parce que du coup il fait beaucoup de choses, il fait à manger et tout ça, mais j'ai plus d'activité en fait avec mes enfants, j'ai plus de vie familiale à proprement parler en fait. On a toujours nos moments à nous, mais dès qu'il s'agit de bouger quelque part, c'est compliqué. C'est très compliqué.
Là, on va partir en week-end tous les 4. J'appréhende. J'appréhende énormément parce qu'on va beaucoup marcher. Et je sais que je vais le payer très cher pendant pas mal de temps. Donc c'est ce côté-là. On est parti en vacances il y a 2 ans. Donc on est parti 10 jours. Hein. C'est pas grand-chose, 10 jours. J'ai mis presque 3 mois à m'en remettre, vraiment. Donc c'est comme si vous couriez un marathon en fait tous les jours. Mais après le marathon. C'est cette sensation-là, en fait, je l'ai tous les jours. Donc c'est compliqué. Au travail, par chance pour moi, j'ai vraiment réussi à je ne sais pas comment j'ai fait, mais je me suis focalisée sur mon ordinateur, parce que je suis secrétaire médicale. Quand j'ai lu mon ordinateur, c'est comme s'il y avait un mur qui tombait en fait devant toutes mes douleurs. Donc je les entends, hein, elles crient derrière, elles tapent au mur et tout ça. Je les supporte. Et puis je suis secrétaire médicale, donc j'ai pas le choix. Je peux pas flancher. Si je flanche, c'est potentiellement un patient qui a peut-être besoin d'être pris en charge rapidement. Et voilà, tu peux pas faire de bêtises à ce niveau-là, mais une fois que j'éteins l'ordinateur, il y a tout qui revient. C'est vraiment sur l'ordinateur et c'est pour ça que j'ai fait le choix de continuer à travailler parce que j'en ai littéralement besoin. Si je travaille pas, mes vacances sont une catastrophe. Mes vacances, c'est douleur sur douleur et je dors pour avoir moins mal en fait. Donc voilà, ma vie n'est pas très trépidante. Je préfère le travail que les vacances. Je préfère le travail à l'heure actuelle, je préfère le travail que les vacances. Alors qu'avant, il n'y avait pas de souci, les vacances, non, justement, c'était bien. On prévoyait plein de trucs et tout ça. Même des fois, rien prévoir, c'était bien. Mais là, en fait, je prévois rien parce que j'ai pas le choix. Là, on a fait un concert la semaine dernière, le week-end dernier. Pendant le concert, j'ai dû aller m'isoler pendant 2 heures parce que c'était catastrophique. Et là, aujourd'hui, j'ai encore les douleurs du week-end dernier. Donc, ouais, non, il y a beaucoup de choses que je peux plus faire. Je peux plus ouvrir une boîte de lait, je peux plus faire grand-chose. J'ai une force de Mickey. Ce qui arrange mes 2 derniers garçons, parce que du coup, on aide beaucoup maman. Mais voilà, c'est marcher, ne serait-ce que marcher quelques kilomètres sans canne, sans rien, ça, je peux plus faire. Donc ouais, il y a quand même beaucoup de choses dont je suis privée. Et qu'est-ce que le fait de rencontrer à Victime, les associations, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Alors, déjà, au début, moi, j'avais pas prévu. J'avais vraiment pas prévu de faire quelque action que ce soit. Parce que, comme beaucoup de personnes, je pense que je me sentais isolée. Je me suis dit, c'est peut-être une personne sur 100 000, 200 000, voilà, c'est pas grand-chose. Et en fait, moi, ça a commencé avec Christine Coton. Donc Christine Coton, auquel j'ai vu ses posts et tout ça, et qui m'a pris un petit peu sous son aile. Et suite avec les discussions avec elle, je me suis dit, peut-être me rapprocher d'une association. Je suis peut-être pas toute seule, finalement. Donc, mon choix a été complètement aléatoire. C'est que À Victime, en fait, était la première du listing des associations. Donc, c'est pour ça que... Parce qu'après, ouais, il y a ce côté-là, quand j'ai vu la liste, je me suis dit, mince, mais je vais choisir laquelle ? Vers quelle association ? Parce que je pense que ça, c'est problématique aussi, d'avoir trop d'associations tue les associations. Et là, en fait, vraiment, je ne savais pas. Il y avait pour les gens derrière, pour les... Je fais, mais je vais aller vers qui ? Voilà, il faut vraiment que... Je veux une association, mais laquelle je vais aller rencontrer finalement. Donc, j'ai fait le choix, en fait, de me tourner vers A Victime. Donc, j'avais déjà commencé à regarder un petit peu ce qu'ils pouvaient faire. Et sur Twitter, j'ai rencontré donc, mon amie Laure, avec qui j'ai discuté et qui m'a dit vas-y, fonce, appelle, tu verras. Mathieu, il est top et tout ça. Et c'est vrai qu'il prend quand même le temps d'appeler chaque victime, même encore à l'heure d'aujourd'hui. On lui râle un petit peu dessus parce qu'il oublie que c'est un président malade aussi. Donc non, en fait, c'est suite vraiment à Christine et Laure que je suis venue à la rencontre d'A Victime. Et puis l'un dans l'autre, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce qu'ils faisaient, donc des petites actions au début, mais le fait d'avoir un président et une vice-présidente touchés aussi, finalement, c'est là, je sais pas, je ressentais plus la confiance. Je dis pas que j'ai pas confiance en Vérité France ou Mon Cycle ou des choses comme ça, mais vraiment, là, ils savent un peu par quoi on passe, et je trouvais ça important. Donc, mais vraiment, pour le coup, le choix était vraiment aléatoire. C'était un A. Ça a commencé par un A. Par chance, il y a un deuxième A. Donc c'est vrai que voilà, non, c'est pour ça que c'est comme ça que je suis venue à la rencontre des associations. C'est marrant, dans le beau temps aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui mettent des A à l'époque. Mais oui, parce que comme ça, c'est comme ça qu'on les trouve.
Ça, c'est comment tu es arrivé à la victime, mais qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, personnellement? Le fait de participer avec ces associations, en fait, ça déjà me sentir moins seule. Vraiment me sentir moins seule et de me rendre compte que notre combat, il est légitime. Dans le sens où on est de plus en plus, malheureusement, et qu'il faut qu'on trouve de l'aide pour toutes ces personnes. Et c'est surtout que si on fait rien, ils vont continuer. Les injections vont continuer. Là, vous voyez d'ailleurs, Frankenstein arrive, la campagne commence. Donc voilà, il y a des fois, il faut peut-être juste pas chercher plus loin que le bout de son nez, hein, mais de se dire qu'ils vont continuer. Sauf qu'en continuant, si on y réfléchit bien, ce seront nos enfants qui seront touchés les prochains. Donc c'est pour ça, en fait, ça m'apporte vraiment le pourquoi tu continues. Parce que je suis fatiguée, je suis épuisée. Mais le fait de savoir qu'il y a l'association derrière, ça m'aide. Ça remotive sur certains points. Puis, et puis de ne pas laisser quelqu'un sur le carreau, en fait, parce que c'est dur. C'est dur de rester un certain moment en se disant qu'on est tout seul, que finalement, en fait, on n'est pas tout seul. Donc c'est vrai que ça m'a apporté tout ce côté-là. Le goût de continuer, en fait. Sans la victime derrière moi, je ferais partie des anonymes qui continueront à se taire, quoi. Oui. Je sens que Miloud a envie de poser une question. Je l'ai écouté tout à l'heure. Vas-y. Mais avant de poser ta question, pose Coca. C'est une belle équipe. C'est passionnant. Moi, j'aime bien, l'échange, on en apprend beaucoup. Mais c'est comme ça, de toute façon, je pense que la formation devrait être prise. Mais... C'est en allant vraiment à la rencontre des gens et pas parce que ton patron a décidé qu'il fallait que tu fasses un sujet sur ça, quoi. Exactement. C'est pas lui qui a décidé. C'est Non, mais c'est... Non, puis c'est vraiment dans le sens où tu fais ci, et puis dans une... Je veux dire, on te donne un truc, le vaccin. Et puis finalement, tu te rends compte que c'est faux. Tu vois, il y a ce côté-là. Et ben, BFM va continuer à aller dans le sens du patron. Tu vois, c'est là où j'ai du mal. Donc c'est ce que j'apprécie aussi avec Alexus, et c'est pour ça que j'ai accepté. Ouais, merci. C'est gentil. Moi, j'ai plusieurs questions, c'est intéressant que tu disais. Déjà, est-ce que tu as fait une demande par rapport à l'ONIAM quand tu as perdu ton boulot? Comment ça s'est passé pour une potentielle indemnisation? Est-ce que tu as subi un impact au niveau de la santé? Est-ce que tu as subi un impact financier? Et si oui, est-ce que tu as fait des demandes d'aide? Alors actuellement, en fait, je suis dans aucune démarche. Parce que, comme j'ai dit, je travaille. J'ai vraiment pas le temps. Je suis secrétaire médicale, mais j'ai même pas fait mon dossier médical. C'est le cordonnier le plus mal chaussé. Non, j'envisage l'ONIAM. Après, c'est vrai que toutes les procédures, en fait, sont compliquées. On ne sait pas s'il faut qu'on fasse l'ONIAM. Est-ce qu'on peut porter plainte en même temps? Mais on porte plainte contre qui? C'est pour ça aussi que j'ai rejoint la victime, parce qu'ils ont un avocat. Et qu'on ne sait pas, en fait. On est vraiment lâché dans la nature et on ne sait pas ce qu'il faut qu'on fasse. J'ai eu un impact financier dans le sens où je venais de trouver un travail que j'ai dû abandonner. J'ai été au chômage pendant 1 an et demi, donc à toucher 600 € par mois. Ouais, ça descend vite. Et en plus, comme j'ai refusé l'arrêt maladie qu'on m'a proposé, parce que la sécurité sociale me proposait de me payer, je crois, 5 € par jour. Ce qui n'a pas enclenché ma pension d'invalidité, ce qui a bloqué sur plusieurs choses, en fait. Après, niveau financier, j'ai eu de la chance, j'ai toujours de la chance, je retombe souvent sur mes pattes. Je touche du bois. Parce que j'avais entamé justement les démarches de formation avec l'AFPA. Et en fait, je suis tombée sur une femme géniale qui m'a vue avec mes béquilles et qui m'a dit « Mais attendez, madame, vous devriez faire un dossier MDPH, parce que personne n'en parle. » En fait, on vous lâche vraiment dans la nature. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Vous ne savez pas la pension d'invalidité, pourquoi vous pouvez l'avoir, la MDPH et tout ça. Les gens sont perdus, je pense, dans les procédures. Donc moi, ce que je conseille déjà d'abord, c'est la MDPH. Quand vous avez une pathologie et tout ça, passez par la MDPH. Et en fait, comme elle m'en a parlé, j'ai réussi à tout enclencher pour rentrer en formation dans un ESRP. Donc là, financièrement, j'étais bien. Franchement, le SRP, on ne peut pas dire ce qu'il y a. Donc ça m'a impacté, on va dire, 1 an et demi. Après, ça allait. Puisque suite à ma formation, j'ai été embauchée le jour de mon oral. Donc 10 jours après, j'étais dans mon emploi actuel. Après, il y a eu plusieurs impacts. C'était au niveau de la santé et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai pas encore fait reconnaître par l'ONIAM. Je fais pas partie de ces victimes qui ont beaucoup documenté. J'ai fait un EMG
une fois, j'ai eu 3 semaines de douleur. Donc en fait, j'ai dit stop. Donc j'ai quelques imageries et tout ça, mais liées à l'étude de ma pathologie. Mais en fait, j'ai pas fait tout ça. Donc j'ai aucune démarche en fait d'enclencher pour le moment. Je sais, c'est pas bien, mais je le ferai. C'est vraiment d'où l'association vraiment pour ça. Donc ça rebondit sur tout à l'heure. C'est ce qu'elle m'apporte aussi, c'est de pouvoir me dire que je vais pouvoir tenter quelque chose. Donc quoi? Parce qu'on sait pas énorme. On ne sait pas vraiment, puisqu'ils ont tellement bien ficelé les choses qu'on ne sait pas exactement sur quoi on va pouvoir les attaquer et par quel tribunal, finalement, on pourra les attaquer. Mais c'est prévu. Dans tous les cas, c'est prévu. Qu'est-ce que la Malo d'aujourd'hui aurait à dire à la Malo d'avant la vaccination? La Malo d'aujourd'hui, en fait, elle dirait reste complotiste et vraiment crois à ce que tu penses. C'est arrête de te laisser influencer par ce que tu peux entendre, que ce soit proche, amis, famille, employeur ou j'en passe. Hein, mais vraiment, crois quand tu ressens quelque chose comme ça, c'est que c'est pas anodin. Parce que là, c'était vraiment dans mes tripes que ça me prenait. D'où les compléments que j'ai cherché vraiment pour essayer d'atténuer au maximum toutes ces choses-là, parce que je le savais. Je le savais qu'il se passerait quelque chose et je me suis pas écoutée. J'ai préféré penser un peu aux autres. Et je lui dirais ça aussi. Arrête de penser aux autres tout le temps. Et qu'est-ce que justement ton expérience t'a appris sur toi et sur l'être humain en général? Alors, mon expérience, en fait, elle m'a appris sur moi que je suis peut-être plus forte que ce que je pensais. Parce que malgré tout, je suis debout, certes, sur 3 pattes, mais je reste debout. Ça m'a appris aussi que s'il y a bien une chose déjà qui ne m'enlèveront pas, pour le coup, c'est le fait de sourire, parce que beaucoup ont du mal à comprendre. Mais t'as mal, tu souris? Comment ça se fait? Je vais vous apprendre une chose, que quand vous tirez la tête, vous utilisez 43 muscles de votre visage. Quand vous souriez, vous en utilisez 13. 47 et 13, pardon. 47 quand on fait la tête et 13 quand on sourit. Donc, et puis, la vie est déjà assez triste, donc autant la voir avec le sourire. Après, cette expérience m'a appris sur l'humanité en règle générale, c'est qu'elle est moche, franchement. Elle est vraiment moche parce que, sous prétexte que des médias qui ont le monopole surtout disent les choses, et parce que ton voisin te dit, en fait, c'est pas vrai. C'est vraiment. Après, ça m'apprend de l'autre côté aussi qu'il faut garder espoir et que la solidarité existe toujours. Justement, ces petites associations, parce qu'il n'y a pas qu'à victimes, hein, il y a, je veux dire, tous les soignants suspendus, les masques blancs, toutes ces petites personnes qui travaillent quand même main dans la main, quand il n'y a pas des guéguerres d'ego, qui travaillent main dans la main, en fait, voilà, ça redonne espoir, ça redonne de l'espoir. Et puis, finalement, j'ai toujours été un bisounours. Donc je me dis, voilà, c'est peut-être pas fini, on va peut-être laisser quand même quelque chose de correct à nos enfants. Mais le truc, voilà, c'est de pas se déchirer et peut-être écouter un peu plus son voisin, parce qu'il dit sûrement plus de choses réelles que ce que notre écran va nous raconter, quoi. C'est lâcher les réseaux. Des fois, lâchez les réseaux et faites votre expérience vous-même, en fait. Posez des questions vous-même, allez vers les gens et arrêtez d'attendre BFM TV vous donne la réponse, quoi. C'est vraiment... cherchez et continuez à chercher. Et j'ai encore 2 questions. Est-ce que tu aurais éventuellement un message à adresser au gouvernement, aux autorités de santé? Toi, tu as été très... t'as pris en compte les messages que le gouvernement a pu dire, parce que tu faisais confiance, que c'était sûr, il n'y a pas de souci. Tu l'as fait aussi par empathie pour tes patients, mais pour les personnes en EHPAD que tu gérais. T'as beaucoup perdu en termes de santé. Est-ce que tu as un message éventuellement à adresser à toutes ces personnes-là, de la sphère, on va dire, gouvernementale, la sphère médicale? Alors, pour la sphère gouvernementale, en fait, ce que j'aurais à leur dire, c'était déjà descendez de votre piédestal. Franchement, arrêtez de rester dans votre petit château, parce que tout ce que vous racontez, c'est du n'importe quoi, et vous ne savez pas ce que nous, on vit, en fait, en dessous. C'est vraiment... apprenez. Venez travailler une semaine comme n'importe quelle personne lambda. Venez subir ce que nous subissons. Venez travailler en usine. Venez faire boulangerie. Les choses comme ça, en fait, c'est arrêter de parler de ce que vous ne connaissez pas. Quand on est capable de nous sortir qu'un pain au chocolat, c'est 5 €, faut arrêter quand même. Donc voilà, il y a tous ces côtés-là, ils sont vraiment pour moi ils sont dans leur petit château, en mode Bowser de Mario, voilà, on va les tirer par marionnettes, et puis non, en fait, au bout d'un moment, il faut arrêter. Parce que sans nous, vous ne seriez pas là. Si on arrête de travailler demain, ne serait-ce qu'une semaine, je pense qu'il y en a beaucoup de vous qui vont être perdants.
Donc, et puis, je crois chaque parent qu'on puisse être, on apprend à nos enfants à assumer leurs erreurs. Donc, ce serait peut-être temps, en fait, pour eux d'assumer les leurs. Parce que on n'a pas dit qu'on était tous parfaits, on fait tous des erreurs, c'est humain. Mais reconnaître, et le reconnaître vite. Parce que le problème, c'est que le faire dans 2, 3, 4 ans, certains d'entre nous ne seront plus là. Et je pense à Mélanie. À Mélanie, qui est notre vice-présidente, qui souffre. C'est aussi elle qui me permet de ne pas me plaindre, finalement. Et elle n'est pas qu'impactée. Il y a toute sa famille, il y a toute l'association, on est tous derrière elle, mais elle ne sera plus là pour voir ce qu'on a réussi à faire. Et ça, je trouve ça triste. Parce que pour l'appât du gain, parce que c'est ni plus ni moins, c'est l'appât du gain, et si, on peut rajouter le contrôle. Parce que là, ils ont réussi. Ils ont contrôlé une population. Les populations se sont déchirées familialement, ont perdu leur emploi. Voilà, ça a été catastrophique. Faut stopper tout ça, en fait. Faut vraiment stopper tout ça. Je crois encore à l'être humain, et c'est pas le pouvoir qui fait qu'on arrivera loin, quoi. Donc vraiment, ouvrez les yeux, assumez, et puis donnez-nous les moyens, en fait, de guérir. Guérir, non, j'aime pas ce mot-là. De nous accompagner, d'apporter des soins, parce que certains ne pourront pas être guéris. Je ne pourrai pas être guérie. Je peux avoir des périodes de rémission, mais je ne serai jamais guérie de cette maladie. Donc, de nous apporter des soins et une qualité de vie meilleure. Donc là, il va falloir assumer vos erreurs, parce que ce n'est pas les nôtres. Ma dernière question, est-ce que tu es heureuse aujourd'hui ? Je suis heureuse aujourd'hui. Je suis heureuse, même si je suis plus malade, parce que j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Il y a des choses qui me paraissaient tellement importantes avant, sur le côté matériel, le côté tout ça, qui finalement, en fait, c'est pas bien grave. C'est cette période-là qui m'a permis de voir que mon conjoint me lâcherait pas, parce que je pense que malheureusement, certaines et certains ont vécu le départ du conjoint suite à ces drames. On s'est renforcés, vraiment. Moi, mon conjoint, c'est mon pilier. Sans lui, actuellement, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Non, je suis heureuse. J'adore mon métier. Après, voilà, j'aimerais moins de douleur, moins de fatigue surtout, parce que c'est vrai que la fatigue, c'est très compliqué. Non, je suis heureuse. J'aime ma vie. J'aimerais ne pas être passée par là pour arriver à ce stade, mais bon, elle est semée d'embûches. Donc, et puis il y a pire. Malheureusement, il y a pire. Respect à toi. Moi aussi, j'ai 2 dernières questions. C'est super intéressant, on pourrait continuer pendant longtemps. Première des 2 dernières, c'est... J'ai pas dit pour la sphère médicale, je viens juste de me rendre compte. Le message pour la sphère médicale. Oui, je l'ai su. Et donc, le message pour la sphère médicale, sincèrement, c'est ce que je donne comme conseil aux docteurs juniors que je peux avoir là où je travaille. Écoutez vos patients. Écoutez vos patients, parce que quand j'ai fait ma formation de secrétaire médicale, on nous a bien appris une chose, c'est que 80% d'un diagnostic, c'est l'anamnèse. Donc, c'est l'histoire du patient. Si vous n'écoutez pas le patient et que vous restez votre tête plongée dans le vidal, en fait, vous n'arriverez pas à grand-chose. Je suis la preuve vivante en étant littéralement une patiente atypique, à faire des réactions que mon médecin ne connaissait pas. J'ai pris 16 kilos depuis ma biothérapie. Pour lui, c'était pas l'effet secondaire, en fait. Eh ben si, mais il est tout en bas. Donc voilà, je suis vraiment la patiente atypique qui fait des réactions que les médecins connaissent pas. Écoutez votre patient. Écoutez vraiment, et puis c'est pas parce qu'une institution, en fait, est en train d'essayer de vous taper dessus qu'il faut aller dans le sens de cette institution. Là, il faut vraiment que les médecins et le corps médical se mettent avec les patients. C'est comme ça qu'on y arrivera. Donc j'imagine que tu n'aimes pas Dr House. Parce que lui, il n'a pas confiance en nos yeux. C'est vrai, il a zéro empathie. Alors, Dr House, il a zéro empathie, mais finalement, il écoute son patient. Ouais, c'est vrai. Il ne le montre pas, mais il écoute beaucoup son patient, parce que c'est grâce à ce que dit son patient qu'il finit par trouver le diagnostic. C'est vrai. Après, il y a le côté empathique qui lui manque, malheureusement. T'as rencontré beaucoup de Dr House dans ton expérience médicale ? Non, par chance, non. Ok, alors, avant-dernière question, donc. Comment est-ce que tu vois le futur ? Alors, le futur, je le vois sinueux, avec plein d'embûches dessus, mais je pense qu'on y arrivera.
Je pense vraiment que ce combat, il est légitime. Et je pense qu'on y arrivera parce que c'est pas que la France. Là, on voit. Bon, la France, je le sais pertinemment, sera la dernière à se réveiller, comme à chaque fois. De toute façon, c'est pas drôle, ce serait pas drôle sinon. Hein. Mais quand on voit voilà, l'Allemagne et tout ça, qui commencent tous à comprendre. Donc oui, alors je ne suis pas fan de Trump et tout ça. Mais là, ce qu'il est en train de faire, en tout cas dans ce combat-là, c'est bien. Donc non. Après, je le vois plus comme médiateur. Où ça va durer 10 ans, 15 ans. Mais on finira par avoir gain de cause. Donc après, hein, je me vois pas riche. Je me vois pas riche. Et puis je m'en fiche parce que vraiment, les indemnités vont couvrir notre vie quotidienne, mais elles me rendront jamais ma santé. Donc ils pourront me donner tout l'or du monde. Finalement, ça mettra du beurre dans les épinards, mais c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Donc non, moi vraiment, je sais qu'on aura cette reconnaissance et c'est pour ça que je me bats. C'est pour cette reconnaissance et d'être pris en compte et qu'on arrête de dire aux malades c'est dans votre tête. Parce que ça détruit des vies aussi, d'avoir des médecins qui nous disent c'est dans notre tête. Donc non, le futur, je le vois long, mais je vois la petite lumière au bout du tunnel. La dernière, sauf si tu en as une avant. Non, c'est moi. Okay. Alors la dernière, c'est est-ce qu'il y a une question que tu voudrais qu'on te pose et qu'on aurait oublié de te poser? J'aime bien celle-là. Non, je crois qu'on est pas mal. Mais ça va me revenir quand je serai partie. Ça me revient toujours quand je suis partie. Non, je pense que j'ai réussi à faire le tour. Non, ça me paraît pas mal. Ok. Ouais. Oh, alors, merci. De rien. Merci à vous, vraiment. Merci pour votre travail et puis pour vos kilomètres. Ouais. Parce que c'est quand même fatigant, même en pleine santé. Donc, ça vaut le coup. Je pense que à côté de personnes comme toi qui se battent, on se dit on n'en met pas à se plaindre. On rencontre des gens et on voit du pays. Ouais, exactement. Et c'est ce que certains ont oublié, en fait. La rencontre des gens, c'est ce qui est le plus important, finalement. Donc, non, vraiment, merci de nous donner la parole. Bon, désolé, hein, de toute façon, vous êtes complotistes, anti-vax, anti-fascistes et tout le tralala, on sait bien. Hein. On est tous des istes. Antisémites, ça c'est ressorti beaucoup. Hein. C'est vraiment sorti beaucoup, mais non, je pense que on est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut passer à la photo? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Marie? Oui, vas-y. Pas une bonne santé, ça changera rien. Peut-être que le bon début de nounours arrive un jour quand même. Ça peut être pas mal. C'est vraiment ça peut être pas mal et que votre reportage et tout ça permette d'ouvrir les yeux aux merdias, comme ils disent. Parce que là, on commence à ça un petit peu, la France 3 avec Mathieu. France 3 régionale, pardon, c'est pas national. Mais voilà, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Même Rose, elle était passée sur... Ah ouais? Oui, je crois que c'était sur BFM, parce qu'il y avait une assoce qui aidait les personnes handicapées justement à réaliser des rêves. Oui, ok. Et elle était passée dans une émission. On a une victime, une soignante là, qui elle a gagné avec Jean-Marc aussi, qui est passé sur BFM. Mais le problème, en fait, moi qui me dérange, c'est que on sait ce que c'est BFM. Donc c'est pas forcément pris au sérieux leur reportage. Non. Mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et puis après, voilà, que les gens fassent leur mea culpa correctement. Pas comme les journalistes, genre je sais plus comment il s'appelle, là, le cheveu blond, là, Pro, je crois. Pascal Pro. Voilà, on fait des excuses en donnant des trucs. Non, mais en fait, excuse-moi d'abord, quoi. C'est ce côté-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on apprend à nos enfants à reconnaître leurs erreurs et à s'excuser. Donc pourquoi nous on le fait pas en tant qu'adultes? J'ai une dernière chose, excuse-moi. Désolé. C'est coupé? Ou c'est blasphème? C'est en fait, quand on en a parlé, mais c'est la dernière beaucoup. Moi, est-ce que tu as senti justement qu'à un moment donné, tu as pu être invisibilisé? On parlait des médias, on faisait tout pour que les personnes comme toi qui ont commencé à émettre un lien de cause à effet entre le vaccin et les effets indésirables, est-ce que tu as pu sentir à un moment donné que tu as pu être invisibilisé dans la sphère, pas familiale, mais plutôt professionnelle, qu'on essaie un peu de te mettre un petit peu au fond de la salle, de te cacher, quoi? Alors, au niveau de me sentir invisible par rapport au combat, en fait, je ne l'ai pas dit ouvertement tout de suite. Je veux dire, moi, mes collègues, je leur en ai parlé une fois, mais en disant que c'était suite. Je n'ai pas dit c'est à cause. Vous savez, vous voyez, les mots. Toujours, les mots ont une importance. Donc, suite, c'est après la vaccination et tout ça. Et on comprend. Là, c'est pareil, on comprend tout de suite qu'il faut se taire. Après, le plus violent, ça a été sur les réseaux.
Sur les réseaux, en fait, on a, donc moi un peu moins parce que je poste un petit peu moins que d'autres peuvent le faire sur les réseaux, mais j'ai eu des vidéos supprimées par les plateformes. Parce que je ne respectais pas les règles de la communauté. La seule chose que je faisais sur ces vidéos, c'était expliquer ce qui m'était arrivé. Tout simplement, ça n'allait pas plus loin. Donc j'ai pas eu les suspensions. Je sais qu'on est beaucoup à avoir eu les suspensions, mais si, on comprend. On a envoyé, je me souviendrai toujours, c'était l'émission Ça commence aujourd'hui, qui parlait justement des mecs. On a été beaucoup à envoyer des mails, ça a été bloqué après. Donc on voit quand même qu'on nous invisibilisait, qu'on nous mettait de côté. De toute façon, je vous dis, on est complotiste, anti-vax et anti-tout. Donc si, au niveau des médias, c'était très compliqué. Même à l'heure d'aujourd'hui, je sais que j'avais été pour un ami, en fait, qui était un personnel suspendu, donc au Prud'homme. Donc il y avait une journaliste et tout ça. Et fait comprendre que le sujet, c'est pas que le sujet n'intéresse pas, c'est que le sujet, il est brûlant pour le moment. Donc on va éviter de le prendre parce que c'est notre peau qu'on risque. Chose que j'entends. Mais voilà, au tout début, je veux bien. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Je pense qu'on prend n'importe quel département, il y a quand même plusieurs victimes qui sont prêtes à parler. Donc ouais, non, c'est dur. C'est dur parce qu'on subit, on est devenu malade, et en plus, on nous fait comprendre, non, vous l'êtes pas, vous n'existez pas. Mais si, on existe. On est bien là, malheureusement. Désolé Pfizer, désolé Moderna. Donc, qui d'ailleurs, il faut arrêter d'oublier Moderna. Parce que ça, c'est un truc qui me gonfle, je vous assure, dans les réseaux. C'est Pfizer. J'ai eu 3 Moderna. Donc, moi, on peut pas... Parce qu'il y a eu aussi ce côté-là, on va faire un peu Pfizer et puis un peu de Moderna. Comme ça, on sait pas lequel des deux a provoqué. Donc, moi, non, loupé les gars, j'ai le même. Donc ouais, non, c'est là, nous aider à devenir visibles. Et on est tous malades, on est tous fatigués. Et on a vraiment besoin des... J'aime pas ce terme-là, mais on a besoin des bien portants pour nous tenir. Parce que sans eux, on n'irait pas très loin non plus. Toujours la solidarité. Merci Malo. Et encore de rien, merci à vous, vraiment.